Et c'est la suite des grands débats du matin avec nos invités Naïma M. Fadel, conseillère du cabinet de la présidente de la région Île-de-France, Olivier Maurice, avocat pénaliste, et Jean Terlier, qui est député LREM du Tarn. Alors avant de débattre et de continuer en fait sur la vidéosurveillance, sur la situation en fait dans les quartiers, peut-être aussi d'évoquer le pass sanitaire qui est débattu aujourd'hui au Sénat avant de revenir à l'Assemblée nationale. Deux histoires judiciaires qui interpellent maître Olivier Maurice. Ce matin, on va revenir sur Dupond-Moretti, donc qui est convoqué, appelé comme témoin dans une affaire, et pas n'importe quelle affaire, l'affaire Pastor, du côté d'Aix-en-Provence. Et avant cela aussi, sur une autre histoire dont vous avez plaidé, sur l'avocature face à monsieur Soulez-Larivière. Racontez-nous. Daniel Soulez-Larivière, qui est un brillant confrère, qui a un certain âge maintenant, a écrit un livre en 1982 qu'il a intitulé L'avocature. Et depuis 1982, il répand sa propre vérité, qui consiste à dire qu'il a créé ce néologisme et qu'en fait, personne ne peut l'utiliser en dehors de lui-même comme titre d'un ouvrage. Et Aurore Boyard, qui est une brillante avocate et en même temps romancière, a écrit une trilogie, et dans le cadre de sa trilogie, elle a intitulé l'un de ses livres de la vocation à l'avocature. Et donc, elle a utilisé ce terme, l'avocature, quoi. Monsieur Soulez-Larivière a attaqué sa consoeur de façon assez violente pour faire en sorte que le tribunal interdise son livre, interdise ce titre, et que cet ouvrage soit retiré donc des différentes librairies. Et en première instance, il a perdu d'une manière extrêmement sévère. Devant la cour d'appel, il vient également de subir un affront, puisqu'il est tout de même aussi président du comité d'éthique du barreau de Paris, et il est tout de même assez invraisemblable que quelqu'un de cette qualité et de cette réputation ait pu faire croire depuis 1982 qu'il était l'auteur d'un néologisme, alors qu'en fait, c'est un terme qui est utilisé depuis très longtemps. Voilà, c'est ça, parce que s'il l'avait inventé, s'il l'avavait inventé, on pourrait lui attribuer, ce qui est logique quand même. On a retrouvé des occurrences depuis le XVIIe siècle, et notamment, c'est assez amusant, Émile Zola, qui dans l'Aurore, Aurore Boyard, qui dans l'Aurore utilisait le terme d'avocature. Et donc, en réalité, si vous voulez, c'est assez pathétique de constater que ce confrère brillant a dû faire un procès. Pourquoi il l'attaquait en fait? Parce que ça faisait pas d'ombre à son livre, c'est pas du tout la même chose, quoi. Vous savez, je pense que c'est tout simplement la boursouflure de l'ego, c'est-à-dire l'hubris, ce que les Grecs, il va vous attaquer en diffamation, mais non, c'est pas une diffamation, je l'ai plaidé d'ailleurs. Je pense qu'il est dans d'autres sphères, il est hors sol, il est parti dans une sorte de comète sidérale qui est liée à sa propre personne et à l'histoire de sa propre personne. Et l'affaire est bouclée maintenant. L'affaire est bouclée. Enfin, il a quand même été condamné à 53 000 € de frais de justice. Ah oui, quand même. Ce qui est quand même, pour quelqu'un qui prône au niveau de la justice le fait qu'il est important d'avoir un juste rapport qualité-prix, le rapport qualité-prix de son action est tout de même assez déplorable pour lui. La justice, là, en tout cas, a fonctionné. Alors, d'un mot, quand même, un commentaire sur ce qui va se passer pour Éric Dupond-Moretti. Il est appelé comme témoin dans l'affaire Pastor, qui est jugée en appel à Aix-en-Provence. On se rappelle, la riche héritière qui a été, en fait, tuée, assassinée. Lui a été avocat, c'est ça, d'une des parties. Est-ce qu'un garde des Sceaux en fonction, c'est déjà arrivé, ça a été appelé en fait à la barre? Alors d'abord, ce qui est, si vous voulez, le constat qui est d'une évidence, c'est que Éric Dupond-Moretti déchaîne les passions. Il déchaîne les passions. Il déchaînait déjà les passions lorsqu'il était avocat, mais alors là, c'est une véritable hystérisation. Parce que franchement, ce qu'il faut rappeler tout de même, c'est que lorsqu'il était l'avocat de monsieur Janowski, qui est le présumé commanditaire de l'attentat, qui est jugé de l'assassinat dans cette affaire, il a osé faire quelque chose, je dirais, qui est une forme de transgression, c'est-à-dire qu'il a plaidé en reconnaissant les faits à la place de son propre client. C'est-à-dire qu'alors que son client contestait sa responsabilité, qu'il était revenu sur ses aveux, il a, dans le cadre d'une de ses plaidoiries mémorables, dont il a le secret, fait un effet de manche, un coup de théâtre, en plaidant le fait que vous attendez à ce que M. Janowski
reconnaisse ce crime, eh bien, ça n'est pas lui qui va le faire, c'est moi, son avocat, qui vais reconnaître ça. Alors, ça pose tout de même un problème, parce que, en fait... Est-ce que son client était d'accord avec cette affaire, avec ça? Son client proclame aujourd'hui que non seulement il n'était pas d'accord, mais il lui demande des comptes. Alors, ce qui est tout de même assez singulier, c'est qu'en même temps, Éric Dupond-Moretti, qui a été avocat, maître Dupond-Moretti, et qui était très attaché au secret professionnel des avocats lorsqu'il était avocat, eh bien, va nécessairement dire au président de la cour d'assises, qui est un remarquable magistrat, le président de la cour d'assises, un ancien juge d'instruction, Monsieur Ramael, qui est quelqu'un d'expérimenté. Mais c'est lui qui avait conduit les perquisitions à l'Élysée. Il va se retrancher. À l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est un magistrat courageux, mais il va se retrancher de manière évidente derrière le secret professionnel qui couvre les confidences qu'il a pu échanger avec son client à l'époque. Donc en quelque sorte, c'est tout de même un coup d'esbrouffe. Oui. Bon, allez, on va poursuivre les deux. Un simple petit commentaire et avant d'enchaîner. Un commentaire sur la forme de la procédure. C'est, j'allais dire, normal, c'est le Premier ministre qui a été saisi de ce courrier par le président de la Cour d'appel. Il y aura une décision qui sera prise à l'issue du Conseil des ministres. Sur le fond de l'affaire, moi, je la connais pas particulièrement. Ce qu'on sait quand même, c'est que ce dénommé Janowski avait d'abord reconnu sa culpabilité dans le cadre de sa garde à vue, qu'il a changé à de multiples reprises de version. Donc nous verrons évidemment si le garde des Sceaux intervient comme témoin. Toujours est-il que le code de procédure pénale nécessairement pas l'obligera, mais il répondra aux différentes informations qu'il a à produire. Mais encore il y a le secret professionnel. Mais il y a évidemment le secret professionnel qui pourra être opposé ou pas. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est la confidence entre un client et son avocat. C'est l'avocat, je crois, de la famille Pastor qui disait ce serait que lui, à titre personnel, ne poserait pas de questions à Éric Dupond-Moretti parce que justement, les réponses qu'il serait amené à formuler... Surtout qu'ils se connaissent très bien. Seraient, ça, je n'en sais rien, mais seraient amenées à être couvertes par le secret professionnel. Ah non, mais puis c'est tout le débat qui est intéressant sur le métier en fait d'avocat. Jusqu'où aller, quoi. Défendre parfois l'indéfendable, trahir ou pas des secrets. C'est assez passionnant. Allez, on poursuit, on marque une petite pause et on poursuit dans un instant et on revient sur nos sujets autour de la vidéosurveillance également, du trafic en fait de drogue et puis la vie dans les quartiers avec notamment Naïma M. Fadel qui a écrit en fait ce livre. Alors elle l'a écrit il y a 5 ans, c'est tout à fait remarquable, on a l'impression que ça a été écrit hier et tout ça devrait faire d'excellents Français. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Samedi, on change d'heure et pour faire ça en douceur, Sud Radio et Icewatch vous offrent la montre du moment. L'Ice Solar Power qui puise uniquement son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. La première montre à énergie solaire d'Icewatch. Écoutez Sud Radio, intervenez dans vos émissions et soyez récompensés avec une Ice Solar Power. Un changement d'heure éco-responsable avec Icewatch et Sud Radio. Leclerc. Ah tiens, regarde, pour préparer Halloween, il y a 34% de tickets Leclerc sur les confiseries le 27 octobre. Alors ça, c'est une offre qui tue. Et ça tombe plutôt bien, parce que vu le nombre d'enfants dans le quartier, ça va sonner à la porte. Ouais, faut faire des réserves de bonbons. Ah bah c'est clair, pas question qu'un troll ou une sorcière me jette un sort. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Non valable sur les produits de la marque EcoPlus et sur les confiseries de chocolat. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. J'irai pas dans ta maison de retraite. Mais papa, tu peux plus rester tout seul à la maison. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Et il y a cette famille. Cette famille, c'est des solutions d'hébergement alternatives aux maisons de retraite, à taille humaine, 2 fois moins cher et avec la présence d'un professionnel, 24 heures sur 24. Contactez cette famille au 0184 800 001 ou sur cettefamille.com, CE2TE famille.com. Coût d'un appel local, tarif moyen constaté. Professionnels du bâtiment, attention. Pour l'ouverture d'un compte pro, ManoMano Pro vous offre le sentiment incroyable d'avoir une journée de plus par semaine. Avec manomanopro.fr, commandez quand vous voulez pour gagner encore plus de temps et faites-vous livrer où vous voulez. Mais écoutons un professionnel.
Avec Mano Mano Pro, je commande mes fournitures et j'ai le sentiment incroyable d'avoir une journée de plus par semaine. Vous voyez que je dis pas que des bêtises. Inscrivez-vous sur manomanopro.fr et recevez vous aussi votre sentiment incroyable d'avoir une journée de plus par semaine. Mano Mano Pro, on bosse pour vous. Vous êtes propriétaire et aimeriez percevoir une partie de la valeur de votre bien, de 30 à 70%, en continuant à vivre chez vous. Une formule magique ? Oui. Interrogez Georges Mabi Viager sur la vente en nue propriété. Vous restez maître à bord, habitez votre bien ou même le louer. Appelez Georges Mabi Viager. Un expert vous conseillera dans la gestion de votre patrimoine immobilier. Georges Mabi Viager, 04 42 12 33 33 ou mabille-viager.com. Hésiter sur son futur. Essayer son futur métier. Voie sans issue. CDI en vue. L'alternative, c'est l'alternance. Avec Acto, OPCO majeur pour l'alternance, suivez une formation financée tout en étant salarié. Découvrez les secteurs qui recrutent sur alternance.acto.fr. À tous ceux qui mettent toujours 2 tranches de raclette par poêlon, parce que c'est plus efficace. À ceux qui préfèrent prendre 2 poêlons, parce que ça fait 2 fois plus de fromage en 2 fois moins de temps. Et à tous ceux qui combinent 2 raclettes dans 2 poêlons. Pas de temps à perdre. En ce moment, pour l'achat d'un paquet de 400 grammes de raclette nature pâturage à 3,45 €, le second est à moins 50%, soit seulement 1,72 €. C'est ça un prix producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 31 octobre, soit 6,46 € le kilo au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair. Vous êtes bien dans le Grand Matin de Sud Radio qui continue avec les grands débats du matin. Et puis ce matin, on reçoit Naïma M. Fadel, qui est conseillère au cabinet de la présidente de la région Île-de-France et essayiste. Et Olivier Maurice, qui est avocat pénaliste. Jean Terlier également, député LREM du Tarn. Oui, et porte-parole de la République en marche. Alors on évoquait l'histoire et les affaires de trafic de drogue, les policiers qui sont attaqués quand ils vont interpeller, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, Jean Terlier, il y a une augmentation évidemment des interpellations récemment au mois de septembre parce qu'il y a eu un coup de booster en fait donné. Bon, ça dit, on n'a pas l'impression que le trafic de drogue diminue véritablement parce que bien souvent les points de deal sont déplacés. Et puis d'une façon générale, ces quartiers sont comme l'avait dit un certain François Hollande, il l'avait confié à Davet et l'Homme, sont en partition en fait du territoire. Vous, c'est ce que vous ressentez, Naïma M. Fadel, vous qui venez en fait de quartiers, qui avez travaillé longtemps en fait dans ces quartiers, hein, bien sûr. Oui, puis j'ai continué aujourd'hui encore, j'interviens. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis en place une politique spécifique pour ces quartiers, et le fameux zonage, puisque l'idée du zonage, ça partait d'une bonne intention, c'était d'intervenir, de circonscrire en fait les quartiers entre guillemets à problème de dégradation multiple, d'insécurité, d'incivilité, de délinquance, etc. Et d'intervenir massivement avec des politiques de discrimination positive. À partir du moment où on a fait ça, on a aussi séparé. Vous voyez, on n'a pas mis en place une politique que moi j'appelle de mes voeux, une politique qui permette à ces quartiers de s'agréger à l'ensemble d'une ville. Donc c'était circonscrire le problème, intervenir spécifiquement, mettre en place des politiques, des subventions spécifiques, des emplois aidés spécifiques pour les habitants des quartiers, ce qui fait qu'on a créé, on a favorisé, on a encouragé une espèce d'écosystème de ghettoisation sociale, ethnique, culturelle. C'est la triste réalité, et du fait on en a fait effectivement des territoires à part où après les habitants, les autres habitants qui n'habitaient pas ces quartiers n'avaient pas envie d'y aller, et puis partaient de ces quartiers les habitants qui avaient les moyens, et du fait on a retrouvé cette ghettoisation, et puis après toute cette société. Et un communautarisme en fait qui est monté derrière, quoi. Mais en fait le communautarisme il devient de fait à un moment, parce que quand vous vous retrouvez dans des quartiers comme ça avec la politique du logement notamment, où ne peuvent habiter que les gens qui veulent bien dans ces quartiers, qui n'ont pas d'autres solutions. Quand vous mettez en place en plus des politiques d'emploi aidé pour les habitants des quartiers, vous voyez, donc vous créez encore une espèce de millefeuille, et vous encouragez, favorisez effectivement un communautarisme qui est devenu un communautarisme. Et puis il faut dire les choses aussi. Le fait aussi d'avoir favorisé des associations de quartier a fait que vous avez encore fait du séparatisme. Parce qu'auparavant, pourquoi ? Parce que ce sont des associations. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à ces associations ? D'avoir du militantisme, entre guillemets ?
vous savez, au début, vous aviez des associations qui travaillaient sur l'ensemble d'une ville. Vous avez des associations sur l'action sociale, les centres de loisirs, etc., qui s'adressaient à l'ensemble d'une ville. À partir du moment où vous dites, vous êtes dans votre quartier, créez des associations, on va vous aider, vous faites de l'action sociale, vous faites du sport, etc. Vous n'avez plus ce lien avec l'ensemble de la ville. Ouais. Donc, et puis, pour certaines associations, je ne dis pas toutes, il y a aussi l'effet aubaine. Et certains, on en trouvait aussi un instrument, un outil de propagande religieuse aussi. Alors oui, c'est ça, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années. Les années 80, l'accompagnement social, c'était les frères musulmans. Oui, et encore aujourd'hui, où il y a évidemment un entrisme, si je puis dire, religieux et du prosélytisme à travers des associations culturelles, mais également des associations évidemment sportives. Exactement, on le sait. Hein. Et dans la loi sur le séparatisme qui a été étudiée, en fait, il y a maintenant quelques semaines, vous estimez qu'on n'est pas allé suffisamment loin, parce que ça recouvre en fait un petit peu ces éléments, ce que vous venez de dire, quoi. Moi, je pense que, sincèrement, le ministre Darmanin fait du très bon travail. Je tiens à le dire. Je ne suis pas la reine, mais je tiens à le souligner. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient de la droite, donc ça ne m'étonne pas. Mais c'est vrai que sur la loi sur le séparatisme, je regrette qu'on n'ait pas été beaucoup plus loin. Notamment sur 2 points qui me semblent importants. Le voilement des petites filles. Ça, je ne comprends pas. Que dans un pays comme la France, où on met la priorité en termes d'égalité homme-femme, des droits des femmes. Enfin, on voit bien que Marlène Schiappa essaye de faire beaucoup de choses sur ces questions-là, et qu'on n'ait pas interdit le voilement des petites filles. Il faut savoir que c'est parfois des petites filles de 2 ans, 3 ans. Hein. Et puis, sur aussi un autre point que j'ai pu, moi, observer, c'est, j'allais dire, la place des élus aussi. Parce que les élus aussi, dans ce séparatisme ou dans cet accommodement qui a été mis en place dans certaines villes, ils sont les responsables. Et je trouve qu'ils ont une forte responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ferment les yeux sur certaines choses et puis ils s'accommodent de situations pour avoir une paix un peu sociale. C'est ce que l'on dit pendant des années. Vous avez raison. Il y a pour avoir la paix sociale, effectivement, donc on regarde à court terme. Pour aussi être élu, il faut dire les choses. Et on ne voit pas cette notion de responsabilité envers la République, si je puis dire. Donc il y a des accommodements. Il y a aussi les bails amphithéotiques qui sont distribués à chaque élection. C'est pour ça que dans le livre, clairement... C'est-à-dire, oui, expliquez. Eh ben, les bails amphithéotiques, vous savez, vous donnez en fait un terrain. Ouais. Vous avez la possibilité, quand bien qu'il y ait la laïcité, vous pouvez donner un terrain à des organisations cultuelles pour créer une mosquée. Notamment, ça, aujourd'hui, c'est plutôt pour construire des mosquées. Et ça, moi, je dis carrément qu'il faut clairement que ce soit le ministère des cultes qui puisse autoriser ou pas. Piloter au niveau national. Oui, voilà, les autorisations, etc. Jean Terlier, réaction sur ce que disait Naïma M. Fadel, notamment sur la loi sur le séparatisme. Elle dit on a commencé, mais on n'est pas allé suffisamment loin. Oui, je pense que cette loi sur le séparatisme, elle a quand même le mérite de nommer très clairement les choses. On est dans une loi qui doit lutter contre, pas seulement, mais contre l'islam radical aussi. Et ce qu'on ne nommait pas avant, on le nomme de manière très claire dans le cadre de cette loi. Alors, j'entends ce qui a été dit sur le voile, mais cette loi sur le séparatisme, elle produit déjà ses effets. J'ai écouté hier, comme vous, le ministre Darmanin venir dire que c'était 13 associations qui avaient été dissoutes. C'est 3 fois plus que sous les mandats précédents. C'est-à-dire qu'on se saisit du problème. C'est 21 mosquées qui ont été fermées. Là aussi également, on se saisit du problème. Et je crois que cette loi permet déjà de dire les choses, de décrire les problématiques, de lutte contre cet islam radical et de se donner les moyens pour poser les bases, quoi. Et puis avec des moyens d'action. Exactement, qui produisent manifestement leurs effets d'ores et déjà. Oui. Naïma M. Fadel. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je suis pas. Je comprends. Hein, vous êtes dans votre rôle et donc vous déclinez un peu ce qui a été fait. Et je veux bien, mais le voilement des chiffres. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Je vous dis pas le contraire. Après, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut vraiment être trop soucieux de ce qui se dit aussi dans l'heure des prêches, etc. Et c'est très bien ce que fait M. Darmanin. Je dirais pas le contraire. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais sur la question du voilement des petites filles, je trouve vraiment pas normal qu'on n'ait pas interdit ce voilement des petites filles. C'est assez terrible quand même. C'est des petites filles. Hein. Alors on interdit la burqa.
quand même incroyable. Mais on n'interdit pas le voilement des petites filles. Et puis sur les bailleurs emphytéotiques, il faut que ça soit plus les élus qui est en charge, parce que c'est vraiment une pression qui est faite pour dealer les voix. Il faut clairement dire les choses, donc ce n'est pas normal. Il faut que ça soit géré au niveau de l'État. Et j'irai plus loin, il faut qu'aujourd'hui, les élus soient dignes de la République, dignes justement de cette laïcité et dignes de la protection qu'on doit aussi aux citoyens. Donc je pèse mes mots, vous voyez. Donc pour moi, quand un élu se présente, il doit être digne de la République, il doit s'engager. Et s'engager, ça veut dire que pénalement, s'il y a des accommodements, eh bien, cet élu doit rendre des comptes à la République. Bon, vous nous raconterez votre parcours aussi tout à l'heure. Une réaction, Maître Olivier Maurice, à ce que vous venez d'entendre? Ce sont des sols et des terres qui ont été abandonnés par la République depuis très longtemps. Et vous savez, les fameux territoires perdus de la République. Monsieur le député est ancien avocat spécialiste en matière de ruralité. Lorsqu'un sol est abandonné, il faut faire un travail de fond. Et ce travail de fond, il va prendre du temps. Alors certainement que le travail qui est actuellement mené par le gouvernement est intéressant, mais il faudra attendre des années. Réfléchissons d'où vient Mohamed Merah, d'où viennent un certain nombre de personnes radicalisées. Vous avez travaillé sur toutes ces affaires dans tous ces ghettos qui existent. Donc, je dirais un encouragement, mais à voir encore, parce que ce travail de fond va nécessiter beaucoup de dynamisme et de détermination politique. Ce qui explique d'ailleurs les thèmes qui sont développés aujourd'hui par Éric Zemmour, quoi. Alors certains vont lui reprocher d'être outrancier, etc. Jean Terlier, en même temps, il met des sujets sur la table qui parfois étaient évités ou on était dans le déni, quoi, non ? Non, je suis pas sûr que ces sujets, on les avait pas abordés. Je crois, moi, qu'on peut parler d'immigration, de sécurité, de lutte contre l'islam radical, sans être dans l'outrance, comme le fait Éric Zemmour, me semble-t-il. Bon, il pose un certain nombre de constats. Je suis pas certain que les solutions qu'il prône soient. Bon, on les voit pas toutes pour l'instant. Ouais, dans le constat. Oui, parce qu'on ne sait même pas encore s'il est candidat. Donc effectivement, on est à 6 mois de la présidentielle quand même. Nous verrons bien. Mais on a quand même aujourd'hui des propos qui sont tenus, des polémiques sur Vichy, sur les prénoms, sur les propos qu'il tient qui sont parfois, j'allais dire, racistes, comme ça a pu être le cas dans le cadre des condamnations, d'appels à la haine, etc. Alors, enfin, il y a autour de quand même d'Éric Zemmour une personnalité, puisqu'on parle de lui, qui est, me semble-t-il, très clivante et trop clivante. Je crois que s'il est candidat, peut-être le sera-t-il, je crois que les Françaises et les Français sont attachés à la personnalité d'un président de la République. Et on ne peut pas avoir ce type de positionnement outrancier, parfois démagogique, quand on aspire à cette fonction-là. La démagogie, elle est parfois dans tous les camps, quand même, en politique. Là, c'est quand même très outrancier. Enfin, je veux dire, quand vous entendez ces déclarations sur Marine Le Pen, de dire que Marine Le Pen est une femme de gauche, par exemple, on pourrait multiplier les... attendez, c'est vrai que Marine Le Pen, par exemple, sur la retraite, elle prenait plutôt une position, la réforme des retraites, de gauche que de droite, que libérale. Sur ce sujet des retraites, certes. Naïma M. Fadel, un mot avant de poursuivre sur ce que vient de dire Jean Terlier concernant Éric Zemmour. Il est dans l'outrance ou il a le mérite de mettre des sujets sur la table? Écoutez, il est dans les deux en fait. Il a le mérite de mettre des sujets sur la table aujourd'hui qui sont effectivement où certains politiques, notamment la droite, osent maintenant aborder, ou l'AREM aborde, parce que le président Macron, il était quand même dans le en même temps. Mais il est dans l'outrance aussi. Et puis, je pense qu'il est injuste aussi, parce que la plupart des personnes issues de l'immigration, qu'elles soient devenues françaises ou étrangères, la majorité sont soucieuses aussi du vivre ensemble, soucieuses de l'école qui décline, de l'autorité, ne veulent plus de ce laxisme, etc. Moi, je vous assure, je travaille dans les quartiers. À chaque fois que j'ai mis en place des politiques avec différents intervenants, à chaque fois on me disait il faut beaucoup plus être sanctionné, il faut l'autorité parentale, par exemple. Elle vient aussi des quartiers, quoi. C'est ça, c'est bien sûr, c'est pour ça que le discours de diviser les Français, je trouve ça insupportable. Bon, allez, on continue avec vous. Vous allez nous raconter votre parcours, justement, aussi, et le combat des femmes. C'est ce que vous décrivez à travers votre livre, Naïma M. Fadel, essayiste. Merci à Jean Terlier d'être venu, en fait, ce matin, député de la République En Marche du Tarn, les terres rurales, mais il y a aussi des villes, bien sûr, dans le Tarn. Castres, notamment. Et bien sûr, qui va très bien, du côté du rugby.
la ruralité. Et maître Olivier Maurice qui est venu ce matin nous parler de cette histoire. Et on va suivre pour Dupond-Moretti notamment, bien sûr.